Si un pays étranger bombardait nos missiles de défense aérienne, capturait et enlevait notre président et imposait un blocus à notre pays, cela serait-il considéré comme un acte de guerre? Mais serait-ce un acte de guerre si quelqu'un nous le faisait? Personne ne meurt, très peu de victimes, ils entrent et sortent, boum, c'est une opération militaire parfaite. Est-ce que ce serait un acte de guerre? C'est un argument à sens unique. Des arguments à sens unique qui ne reviennent pas, que vous ne pouvez pas appliquer à vous-même. Les arguments qui ne peuvent pas être universellement applicables sont de mauvais arguments. Si un pays étranger inculpe notre président pour avoir violé une loi étrangère, devrions-nous extrader notre président ou devrions-nous accepter qu'il vienne le chercher de force? Ils disent bon, que cette guerre n'était pas une guerre constitutionnelle. Nous n'avons pas destitué un responsable élu, nous avons destitué quelqu'un qui n'avait pas été élu et c'était en fait un trafiquant de drogue inculpé aux États-Unis. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi, je vais très bien, ça se voit. Eh bien, écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Puis je pense qu'il faudrait que je le partage avec vous. Très, très intéressant. Je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va. On regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Ils ont longuement débattu pour savoir à quelle branche du gouvernement il fallait confier le pouvoir de déclarer ou d'initier une guerre. Pratiquement à l'unanimité, ils ont décidé, et ce qui a été inscrit dans la Constitution, c'est que la déclaration ou l'initiation de la guerre relèverait du Congrès. Aujourd'hui, nous avons de nombreux partisans, dont beaucoup sont présents ici, qui défendent une conception étendue du pouvoir présidentiel. Ils ont souvent soutenu que les guerres ne sont pas vraiment des guerres, qu'il s'agit d'actions cinétiques ou d'opérations antidrogue. Je pense cependant que, si l'on inverse les circonstances, il devient très difficile de soutenir ces arguments. Donc, je vous demanderai, si un pays étranger bombardait nos missiles de défense aérienne, capturait et enlevait notre président et imposait un blocus à notre pays, cela serait-il considéré comme un acte de guerre? Eh bien, je pense que votre question concerne le pays. Et je reconnais que vous avez été très cohérent sur tous ces points tout au long de votre carrière. Alors, laissez-moi, peu importe qui est aux commandes. Je vais donc souligner 2 points. Premièrement, il nous est difficile de concevoir cela. Une opération qui a duré environ 4 heures et demie et qui consistait en une opération des forces de l'ordre visant à capturer une personne que nous ne reconnaissons pas comme chef d'État inculpé aux États-Unis. Voici maintenant la question. Ce serait le cas si la prise de notre président ne prenait que 4 heures, très courte. Personne ne meurt de l'autre côté. Personne ne meurt de notre côté. C'est parfait. Serait-ce un acte de guerre? Nous ne pensons pas que cette opération corresponde vraiment au cadre constitutionnel de guerre. Serait-ce un acte de guerre si quelqu'un nous faisait ça? Personne ne meurt, peu de victimes, ils entrent et sortent. Boum, c'est une opération militaire parfaite. Est-ce que ce serait un acte de guerre? Bien sûr que ce serait un acte de guerre. Je suis probablement la personne la plus anti-guerre du Sénat et je voterais pour déclarer la guerre si quelqu'un envahissait notre pays et enlevait notre président. Donc je pense qu'il faut au moins reconnaître que c'est un argument à sens unique. Les arguments à sens unique qui ne se retournent pas, que vous ne pouvez pas appliquer à vous-même, qui ne peuvent pas être universellement applicables, sont de mauvais arguments. Donc ma prochaine question serait, admettons que ce ne soit pas une guerre. On va simplement le définir autrement et dire que ce n'est pas une guerre. C'est l'un des arguments. Donc c'est une opération anti-drogue. Et si un pays étranger inculpait notre président pour avoir enfreint une loi étrangère, devons-nous extrader notre président ou devrions-nous accepter qu'il vienne le chercher de force? Écoutez, je pense qu'au final, nous agirons toujours dans notre intérêt national. Et donc, si quelqu'un s'en prend à notre intérêt national, comme dans le cas que vous avez décrit, qui évidemment n'existe pas à l'heure actuelle, mais dans le cas que vous avez décrit, les États-Unis ont toujours le droit d'agir dans leur intérêt national et de se protéger. Je ne suis pas sûr de cette équivalence. Est-ce que cela justifie qu'ils le fassent? Nous ferons toujours ce qui est le mieux pour les États-Unis et l'Amérique. Nous protégerons toujours notre système. Mais ce n'est pas la question, et vous avez tout à fait raison. Nous agirons dans notre intérêt national et nous devons le faire. Donc je ne suis pas du tout en désaccord avec vous. Ce que je dis, c'est que nos arguments sont alors vides. L'affaire de drogue n'est pas vraiment un argument, c'est une ruse. L'argument de la guerre, dire qu'une guerre n'est pas une guerre, c'est une ruse. Ce n'est pas un véritable argument.
Et nous faisons ce que nous faisons parce que nous avons la force, nous avons la puissance, nous le faisons parce que c'est entre nos mains l'intérêt. Donc nous ne laisserions personne venir nous bombarder, nous imposer un blocus et prendre notre président. Nous avons déjà eu des débats sur des présidents légitimes ou illégitimes, de mauvaises élections, des élections truquées. Donc il y a toutes sortes d'arguments similaires que nous avons eus dans notre pays et qu'ils ont eus au Venezuela. Mais nous ne demandons pas d'inculpation. Netanyahou a été inculpé par la CPI. Une raison de mon opposition à la CPI, et vous seriez d'accord, c'est que nous ne laisserons aucun tribunal international inculper notre président et l'arrêter sur un sol étranger. On ne va pas faire ça. Beaucoup s'opposent aussi à l'inculpation de Netanyahou ainsi. Donc je pense que ces arguments ne tiennent pas. On a reçu l'avis juridique mentionné par le sénateur Kane, celui de l'OLC. Beaucoup est déjà public. Ils sont venus à notre caucus parler de leur dossier. Donc, j'évoquerai au moins un de leurs arguments. Ils disent, cette guerre n'était pas une guerre constitutionnelle, donc elle n'atteint pas la notion constitutionnelle de la nation américaine. Déclarer ou devoir initier la guerre. Ça n'atteint tout simplement pas ce niveau. Et l'un de leurs principaux arguments était qu'il n'y avait pas eu assez de morts. Et donc, il y a un certain nombre ils ne sont pas précis, mais il y a un certain nombre, je suppose, même si je n'en suis pas sûr, mais les 50 000 ou 60 000 soldats morts au Vietnam pourraient suffire, selon eux, pour qualifier cela de guerre. Mais voilà le problème. Ce n'est pas le nombre. C'est le fait que cela se produit rétrospectivement. Voyez-vous, nos fondateurs nous ont donné le pouvoir d'initier ou de déclarer la guerre. Ils ne nous ont pas donné d'autres pouvoirs pour exécuter la guerre. Ces pouvoirs sont laissés au président. Mais si nous devons attendre de voir combien de personnes sont tuées, nous devons attendre, comme ils le décrivent, de voir l'ampleur, la nature et l'étendue. Si nous devons attendre de voir l'ampleur, la nature et l'étendue, la guerre a déjà commencé depuis un certain temps. Il est difficile de voter pour initier une guerre qui est déjà en cours. Et nous pouvons dire que cette guerre est terminée, mais nous continuons à la bloquer. Et il se peut que nous y retournions, mais il n'y a pas de réponse claire. Nous déployons 2000, nous laissons 2000 soldats sur place. Allons-nous appeler cela une guerre et l'initier? Donc la définition de la guerre est très importante. Et je pense que nous devons reconnaître les problèmes de notre argumentation. Appeler cela une action cinétique est un manque de respect envers nos soldats. Vous n'avez pas vraiment été blessé à la guerre. Vous n'avez pas de médaille d'honneur pour la guerre. Vous avez une médaille d'honneur pour une action cinétique. Donc je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom et voter sur ces questions. Mais je pense que nous violons à la fois l'esprit et la lettre de la Constitution en bombardant une capitale, en imposant un blocus à un pays et en destituant des responsables élus. Et nous ne le tolérerions certainement pas, moi non plus, si quelqu'un nous le faisait. Nous n'avons pas destitué un responsable élu. Nous avons destitué quelqu'un qui n'était pas élu et il s'agissait en fait d'un trafiquant de drogue inculpé aux États-Unis. Et leur système... Nos lois inculpées selon nos lois. Écoutez, Bolsonaro dit que Da Silva n'est pas vraiment le président du Brésil. Notre président a dit que Biden n'était pas vraiment le président. Hillary Clinton a dit en 2016 que Trump n'était pas le président. Donc il y a ces arguments et je suis d'accord avec vous. C'était probablement le cas et très certainement le cas. C'était assurément une mauvaise élection. Il n'a pas vraiment été élu. Mais en même temps, si c'est notre point de départ et que vous n'avez pas à venir vers nous parce qu'il s'agit d'une affaire de drogue, qu'on se contente de destituer quelqu'un, on voit bien où cela peut mener. Et cela mène au chaos. Et c'est pour cela que nous avons des règles comme la Constitution, pour éviter d'aller trop loin au point que les présidents puissent faire tout ce qu'ils veulent. C'est ce système d'équilibre. Depuis 70 ans, on fait fausse route. Ce n'est pas seulement ce président, mais c'est un débat qui, à mon avis, mérite d'être mené. Merci, Monsieur le Président. Et je souhaite m'associer aux propos de Tim Kaine. Le fait que nous en soyons à 5 mois et que ce soit la première audition de contrôle est vraiment un échec total de la responsabilité du Congrès. Un échec de cette commission à exiger un contrôle, mais aussi le reflet de la réticence de l'administration à engager une véritable consultation avec le Congrès. J'espère donc que nous pourrons faire beaucoup mieux à l'avenir et que nous vous verrons au moins toutes les 6 semaines environ et non tous les 5 mois. J'ai aussi le sentiment que la stratégie consistant à garder essentiellement ces arguments très faibles secrets afin qu'ils ne puissent pas être discutés ouvertement comme justification juridique, je suis allé les lire.
Et il y a une raison, vous savez, évidemment, vous seriez incroyablement embarrassé si cela devenait public. Alors rendez-les publics. Ayons une véritable transparence ici, aux États-Unis d'Amérique. Soyons clairs sur ce qui s'est passé. Nous avions un dictateur que nous n'aimions pas. Nous l'avons remplacé par un dictateur que nous pensons pouvoir manipuler. Et si cela ne fonctionne pas, nous ferons autre chose pour forcer l'ouverture de cette économie au pétrole. Et je dois dire que vous avez dit quelque chose qui m'a plu. Permettez-moi de le souligner. J'avance. Oui, vous avez dit non, les États-Unis, aucun dollar du contribuable américain ne sera utilisé, aucune dépense de notre part, pour en quelque sorte soutenir le Venezuela. Pouvez-vous réaffirmer votre engagement à ce sujet? Oui, ils n'en auront pas besoin. Par exemple, nous ne dépensons pas d'argent au Venezuela actuellement. Hormis les opérations de l'ambassade, il pourrait y avoir un programme d'aide étrangère susceptible de vous intéresser plus tard. Nous ne pensons pas que le Venezuela soit le genre de pays qui en a besoin. C'est un pays très riche. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.